Un jour, l'océanographe Tom, sa femme Julia et leurs 2 enfants Cassie et Ben partent en voyage sur un yacht dans la mer des Caraïbes. Alors que Tom et Ben sont occupés à pêcher et que Cassie est absorbée par son gadget, Julia décide d'aller nager. Soudain, quelque chose la perturbe. Julia regarde autour d'elle, mais la mer reste aussi calme que d'habitude. Pourtant, elle ressent une inquiétude distincte, comme si quelque chose de grand et dangereux tournait autour d'elle. En même temps, les instruments sur le yacht commencent à se comporter de façon étrange, mais Tom, trop absorbé par la pêche, n'y prête pas attention. Pendant ce temps, Julia se sent de plus en plus mal et finit par se noyer. Elle crie, mais la famille ne l'entend pas. L'eau semble se déplacer et l'attirer plus loin du yacht. Alors que la situation devient critique, Tom entend enfin sa voix. Il se précipite à la barre et dirige le yacht vers Julia, maintenant éloignée. Tom plonge dans l'eau, et avec l'aide des enfants, il la ramène à bord et la ranime. Tom est en colère car il demande toujours que les nageurs préviennent les autres avant d'entrer dans l'eau. Julia s'excuse et l'incident est bientôt oublié. D'ailleurs, la famille a une raison de célébrer, c'est le 13e anniversaire de leur fils Ben. Tom allume les bougies sur le gâteau, et tout le monde félicite Ben qui reçoit des cadeaux, pendant que Cassie prend une photo de famille. À ce moment-là, le petit ami de Cassie l'appelle. Il lui parle de la baignade, mais soudain, une tempête violente commence en arrière-plan. Cassie s'inquiète, mais son petit ami la rassure qu'il est en sécurité. La connexion se coupe. Cassie informe ses parents de la tempête sur Terre, mais tout le monde ressent des secousses. Il se précipite sur le pont et voit d'énormes carcasses de baleines remonter à la surface autour du yacht. Tom explique que parfois les baleines se désorientent pendant les tempêtes, mais ces animaux poussent le yacht, menaçant leur sécurité. Tom plonge dans l'eau et revient rapidement à bord, blessé. En essayant de comprendre ce qui se passe, il s'est coupé sur l'hélice. Julia recoule la blessure à l'épaule de son mari, et il explique que les axes du yacht semblent tordus, probablement à cause d'un coup de queue. Il leur sera désormais difficile de repartir. Plus tard, Cassie tente de rétablir la communication, mais il n'y a pas de signal. La radio ne capte aucun message non plus. Tom commence à calculer leurs provisions, il y a assez d'eau pour environ 4 jours, pas plus. Mais ils étaient sur une route maritime, donc quelqu'un finira par les trouver. Cependant, des sons inquiétants proviennent de l'extérieur, et quand la famille sort sur le pont, ils voient des objets lumineux tomber du ciel. Ils tombent de plus en plus près, et Tom, prenant un risque, démarre le moteur. Il parvient à éloigner le yacht du prochain météorite, mais le moteur est finalement endommagé. Le prochain objet tombe si près que la famille voit qu'il s'agit de satellites artificiels de la Terre. Un vent violent commence à souffler, et les instruments deviennent fous. La famille terrifiée se cache à l'intérieur du yacht, qui est secoué par les vagues. Ils enfilent des gilets de sauvetage et se préparent au pire lorsqu'un étrange bourdonnement se fait entendre, provoquant des saignements de nez et des nausées. Tom tente de signaler leur position avec un pistolet de détresse, mais en vain. La famille survit à peine à la nuit. Le matin, ils sont soulagés de se retrouver en vie, mais un grand trou béant est apparu sur le côté du yacht, et on ne comprend pas pourquoi il flotte encore. La famille sort et reste figée de stupeur, l'eau a disparu, et leur bateau repose sur un promontoire rocheux au milieu d'un désert pierreux là où se trouvait autrefois l'océan. Un peu plus tard, Tom essaie de rassurer sa famille en disant que tout le monde n'a pas pu périr. Il prend des mesures et réalise que l'aboussolement, le nord n'est pas là où il devrait être. Cela signifie que les pôles de la Terre ont changé de place. Un tel événement s'est déjà produit sur Terre, mais il y a très longtemps. Il s'avère que la mer s'est retirée là où se trouvait la Terre, et l'humanité a probablement péri. Cassie ne supporte pas cette révélation et court se réfugier dans la cabine, demandant qu'on la laisse seule. Julia va faire l'inventaire des provisions restantes, tandis que Ben lâche un tas de ballons colorés dans le ciel, espérant que des survivants viendront à leur aide. Pendant ce temps, Tom allume la radio et envoie des signaux de détresse. À sa grande surprise, il reçoit une réponse, c'est Nato, le capitaine d'un petit submersible. Ils étaient en profondeur sous l'eau lorsque la catastrophe s'est produite, ce qui leur a permis de survivre. Cependant, tous les systèmes de communication ont échoué, et attendre des secours est futile. Selon ses calculs, la mer reviendra dans environ une semaine, et ce sera brutal, alors l'homme leur conseille de trouver un terrain plus élevé et d'y rester. Julia ordonne aux enfants de préparer leurs affaires. Tom demande directement au capitaine s'il peut sauver leurs enfants. Nato explique que le submersible est très petit. Malheureusement, le partenaire de Nato est décédé, et il ne peut emmener qu'une seule personne. Après quelques négociations, Tom convainc Nato de prendre les 2 enfants et lui fournit leurs coordonnées. Tom trace une route sur la carte nautique et promet de rejoindre l'emplacement dans quelques jours. Le lendemain matin, la famille est presque prête à se lancer dans leur périple. Tom monte sur le pont et aperçoit soudain un homme avec un chien qui approche. Il marche vers lui et le salue, mais remarque que l'homme est blessé. Il lui offre de l'eau. L'homme la boit puis, soudainement, frappe Tom au visage, ce que Julia voit. Elle se précipite vers son mari alors que l'intrus lui plante une lance de fortune dans la poitrine. Le chien maintient Julia à distance bien qu'elle soit elle-même figée par l'horreur, réalisant qu'il n'y a aucun moyen de sauver son mari. Elle court vers le yacht, l'homme la poursuit, blessant son bras. Malgré cela,
Julia grimpe sur le pont, et les enfants, entendant ses cris, accourent pour l'aider. Ensemble, ils barricadent les portes de la cabine. Ensuite, Julia cache Cassie et Ben dans un coffre, donnant à sa fille le pistolet de détresse et lui disant de ne tirer qu'en dernier recours. Pendant ce temps, le tueur essaie de défoncer les portes et finit par y parvenir. Julia se cache dans la salle de bain du fond en soignant sa blessure. Entrant, l'intrus se dirige directement vers la cuisine et attrape de la nourriture, il est évident qu'il est très affamé. Tenant une boîte de conserve, l'homme commence à fouiller le yacht tandis que Julia s'arme d'un couteau de cuisine. Il entre dans la cabine, mais la femme saute par-dessus bord et se cache sous le yacht. Le tueur regarde à travers le trou, mais ne la voit pas. Cependant, le chien attaque Julia, l'obligeant à le tuer. L'homme entend le cri, sort et trouve le corps du chien. Entre-temps, Julia remonte à bord du yacht par le hublot de l'autre côté. Elle tombe directement dans les bras du tueur. Il la frappe, la jette sur un canapé et lui serre la gorge, avec l'intention de l'étrangler. Cassie assiste à toute la scène et réalise qu'elle n'a plus le choix. Elle sort du coffre et tire sur l'homme. Le coup l'envoie sur le côté, mais la fusée met le yacht en feu. Julia ordonne aux enfants de fuir pendant qu'elle se faufile dans la cuisine. Le tueur, seulement blessé, essaie d'attaquer de nouveau. Préparé et saute par-dessus bord, où Ben découvre le corps de son père. Cassie court vers le cadavre et éclate en sanglots. Julia embrasse son mari défunt, mais voyant le tueur sauter du yacht en flammes, elle prend les enfants et s'enfuit. Le bateau explose derrière eux. La famille court à travers le désert pierreux et trouve bientôt refuge dans un canyon rocheux où coule un ruisseau. Cependant, l'eau est salée et impropre à la consommation. Cassie partage une petite quantité d'eau avec son frère, mais il refuse de boire. Le garçon se sent coupable, croyant que le tueur est venu parce qu'il a vu les ballons. Cassie exprime aussi cette pensée, mais Julia lui ordonne d'arrêter et défend son fils, expliquant qu'il ne voulait pas faire de mal. Elle dit aux enfants de se ressaisir car un long voyage les attend, puis elle aperçoit de nouveau le tueur, toujours à leur trousse. La famille se précipite en avant. Ce soir-là, Ben trouve la carcasse d'un requin-marteau et tente de le découper, mais Julia voit le poursuivant et ordonne aux enfants de courir. Ils arrivent bientôt dans un champ autrefois inondé de barils de déchets toxiques, mais Julia pousse les enfants à avancer malgré la menace de contamination, sachant que le tueur est toujours sur leurs talons. La famille marche le long de l'ancien fond de l'océan, zigzagant entre les amas de plastique et autres déchets jetés par les humains. Julia remarque bientôt que Ben est gravement déshydraté et lui donne les dernières gouttes d'eau. Cassie craque, convaincue qu'ils n'ont aucune chance de survie, mais Julia leur ordonne de continuer. Finalement, ils trouvent le fuselage d'un avion qui s'était écrasé en mer il y a longtemps et se glissent à l'intérieur pour se reposer. Julia regarde la dernière photo de leur famille et raconte l'histoire de sa première rencontre avec Tom, qui s'est produite à son hôpital, où Tom avait été emmené pour une maladie de décompression après une plongée ratée. Les enfants pleurent, se souvenant de leur père et lui faisant leurs adieux définitifs. Cette nuit-là, Cassie est réveillée par un bruit et sort pour s'asseoir près de l'avion. Sortant de l'obscurité, le tueur s'approche d'elle, inconscient que la jeune fille agit comme appât. Alors qu'il se prépare à l'attraper, Julia lui tend une embuscade, poignardant l'homme avec un couteau. À l'aube, la famille se prépare à continuer leur voyage, mais découvre que le corps du tueur a été dévoré, signe que quelque chose d'encore plus dangereux que les humains rôde dans le désert. Ils se remettent en route, Julia consulte la carte quand Ben se met soudain à courir en avant. Sa mère lui crie d'arrêter, mais le garçon se précipite vers une flaque d'eau salée et parvient à boire quelques gorgées. Julia le tire en arrière, mais le garçon tombe malade peu après. Ils trouvent bientôt quelques chaises en plastique et construisent un abri de fortune contre le soleil. Pendant qu'ils se reposent à l'intérieur, Julia entend soudain des bruits étranges. Elle sort et voit quelque chose qui la force à réveiller les enfants, réalisant le nouveau danger. Ils commencent à courir et aperçoivent bientôt un grand navire au loin, entouré de conteneurs échoués et de quelques personnes errantes. Julia leur crie, mais, voyant des milliers de crabes géants, les gens se précipitent dans un conteneur et verrouillent les portes, ignorant ses appels à l'aide. Les trois grimpent sur un conteneur, bien que les crabes parviennent à blesser Julia à la jambe. Néanmoins, Julia, Cassie et Ben s'assoient en haut, observant les crabes pénétrer par une fissure dans les portes, tuant tout le monde à l'intérieur malgré les tentatives des survivants pour se défendre. Julia attache un foulard autour de sa jambe et s'évanouit. Le lendemain matin, elle se réveille seule, terrifiée, et appelle les enfants. Mais il s'avère que les crabes sont partis, et les enfants sont descendus chercher de la nourriture et des armes. Julia cautérise sa blessure tandis que Ben examine les armes trouvées. En fouillant les conteneurs, il trouve une petite quantité de nourriture et d'eau dans la poche de l'un des défunts. Julia trouve une radio et contacte Nato. Il répond, expliquant qu'il a lui aussi été attaqué par des arthropodes des grandes profondeurs. D'après ses observations, la mer reviendra bientôt, ce qui explique pourquoi ces créatures sont apparues. Julia le supplie de sauver ses enfants, mais elle ne sait pas où aller car elle a perdu la carte. Nato tire une fusée de détresse. Ben en repère la direction et la famille se précipite vers elle. Ils aperçoivent bientôt un sous-marin jaune au loin, mais le rejoindre est difficile en raison du terrain de l'ancien fond marin. Cassie n'aime pas entendre sa mère parler de sauver les enfants,
mais Julia refuse de répondre et pousse la famille à avancer. Ils sont forcés de passer par un canyon contaminé par des déchets toxiques. À un moment donné, ils sont pris dans un éboulement de pierre et Julia est séparée des enfants. Elle leur ordonne de continuer et, quand Cassie refuse, Julia la supplie de sauver son frère. Cassie et Ben sortent du canyon et atteignent le sous-marin, mais à l'intérieur, il n'y a personne. Soudain, Nato, gravement blessé, émerge de derrière le bateau. Il admet qu'il n'a aucune chance de survivre et leur ordonne de monter à bord. Mais Cassie retourne chercher sa mère, qui se défend contre les crabes émergents, ses munitions presque épuisées. Cassie escalade la barrière rocheuse et tend la main à sa mère. Elles parviennent à rejoindre le sous-marin juste au moment où les crabes envahissent Nato, qui meurt sous leurs griffes. La famille monte à bord et, juste à ce moment, une vague océanique apparaît à l'horizon. L'eau soulève le sous-marin et le traîne à travers les rochers et, tandis que Julia observe tout ce qui s'est passé au cours des derniers jours défiler devant ses yeux, elle perd connaissance. Quand elle se réveille, elle découvre que le navire est immobile. Julia ouvre l'écoutille et la famille émerge pour se retrouver dans une ville en ruine, emportée là par la vague. Malgré un concept intéressant, le film n'a pas réussi à marquer les esprits, en grande partie à cause des nombreuses erreurs commises par ses créateurs.